Merci. Vous êtes sur Tcheleka, vous le faites bien. L'étoffe reçoit aujourd'hui Dean Elvis Tchalisson. On ne sait pas comment on va le présenter dans cette émission. Président de l'UMP, ce parti aujourd'hui sanctionné par le gouvernement, existe-t-il encore ou pas? Nous le saurons. Comment se prépare-t-il pour les élections qui pointent à l'horizon? On aimerait aussi comprendre de cette émission de quel camp est-il? De la majorité, de l'opposition ou du centre toujours? Bonsoir, Dean Elvis Tchalisson. Bonsoir, M. Fortuna. Comment passez-vous ces moments de coronavirus? C'est pas toujours facile? Non, bon, la première fois, j'ai passé en formation à Bruxelles. Donc, par la suite, je suis à cheval entre Ngo et Brazzaville. Mais il faut dire que c'est des moments où il faut appeler nos compatriotes à respecter les mesures barrières. Parce que c'est une maladie que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore de vaccin. Donc il n'y a que ces mesures-là qui puissent permettre que nous puissions non seulement nous protéger, mais protéger aussi tous ceux qui sont autour de nous. Vous êtes souvent entre deux avions. Nous savons que vous êtes aussi plus à Brazzaville depuis des années. Vous êtes entre deux avions depuis quelques temps aussi. Est-ce qu'on se sent mieux quand on est dans une bourgade, bon, permettez-moi l'expression, dans une localité comme Ngo, loin de Brazzaville? Est-ce qu'on se sent mieux ou totalement dépaysé? Non, mais aujourd'hui, avec souvent nous aimons le dire, avec tout ce que le président de la République a eu à faire lors de ses deux précédents mandats, Ngo, c'est une localité, vous êtes à quoi? À 2 heures, 3 heures du temps de Brazzaville. À Ngo, vous avez de l'électricité 24 heures sur 24. On ne dirait pas la même chose de Brazzaville. Et vous avez la connexion Internet qui vous permet d'être en contact avec le monde extérieur. À côté de ça, vous avez maintenant une vie naturelle, riche, voilà, qui vous permet de bien vivre, en fait. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est la rencontre avec les populations. C'est Seydou Badian qui disait que la meilleure de connaissances, c'est celle qui mène un homme vers les autres hommes. Voilà. Donc, n'ayons pas beaucoup grandi au village, dommage, mais aujourd'hui, ça me permet d'être en contact avec ces populations, cette richesse culturelle, avec les sages de ma circonscription. Ça me permet de découvrir toutes ces années que je n'ai pas eu la possibilité de vivre. Voilà. Mais dommage que c'est dans ces moments-là que je regrette toutes ces années où mon père me disait « Mais Elvis, il faut que tu viennes au village » et que je n'avais pas eu le temps sur moi. Mais aujourd'hui, je ne manque pas un week-end pour s'y rendre et ça me permet vraiment de découvrir des choses. Et votre expérience en tant que parlementaire, on va le dire que vous êtes en politique depuis 2007, on va le dire, même bien avant, mais le parti de l'UMP, vous le créez en 2007, si je ne me trompe pas. 2009 par là. Donc vous avez plusieurs années en politique, mais député, c'est depuis 3 ans à peu près. Alors, quelles aujourd'hui les leçons ou vos sentiments en tant que député? Est-ce que ça vous va, cette expérience parlementaire? Oui, l'expérience parlementaire est une richesse. Dans la mesure où j'ai l'expérience, j'ai 3 expériences. D'abord, l'expérience en tant que membre du gouvernement, voilà, dans les bureaux climatisés à Brazzaville, en train de traiter des dossiers. Le contact que souvent vous avez avec le monde extérieur, c'est sur les dossiers. Voilà, parce que vous avez connaissance d'un certain nombre de problèmes qui vous sont remontés par des collaborateurs. Et après, vous avez l'expérience de député ou d'élu local qui vous permet de voir maintenant c'est quoi ces problèmes qui vous étaient remontés. Voilà, je prends le cas par exemple dans un domaine où je suis très engagé, dans le domaine de l'éducation. Voilà. Lorsque vous voyez le ministre de l'Enseignement, vous parlez des problèmes de l'éducation, lors d'un conseil des ministres, vous n'avez pas la réalité de la situation. Lorsqu'on vous parle du manque d'enseignants que nous avons dans le pays, ça peut paraître comme un discours politique. Mais lorsque vous êtes député, vous êtes dans votre circonscription et que vous êtes dans une école et vous vous rendez compte que dans cette école-là, il n'y a aucun enseignant, alors que vous avez 50 ou 100 enfants qui ont besoin d'être formés, là vous vous rendez compte de la réalité. Donc c'est une grande expérience. Maintenant, il faut le vivre. Voilà. Il faut être sur place, il faut avoir cette volonté-là d'aller vers les populations pour constater et pourquoi pas trouver des solutions à ces problèmes. Est-ce qu'on est fier d'être député congolais quand on sait que l'hémicycle est taxé souvent d'une caisse à résonance?
Est-ce qu'on est fier, on va dire, où tout passe comme de l'eau, rien n'est filtré en réalité, les bénéouis, comme on vous l'appelle de temps en temps, parlement des godillots, c'est des expressions comme ça de temps en temps. Est-ce que vous êtes fier quand vous allez en France, un peu partout, vous êtes fier d'être député congolais? Bien sûr, bien sûr. Et là encore, je crois que j'ai deux expériences. Alors, l'expérience d'abord en tant que ministre chargé des relations avec le Parlement, oui. Donc celui qui, au nom du gouvernement, est censé négocier un certain nombre de choses avec les parlementaires. Oui. Donc, j'ai vécu comment du côté de l'exécutif on peut vivre cela, comment ça se passe avant des commissions, comment ça passe dans les commissions, comment ça se passe pour préparer les plénières. Et là, je suis député. Mais je peux te dire que ce qui se passe en Europe n'est en rien différent de ce qui se passe ici. Voilà. Les débats se passent en commission. Le problème chez nous, c'est que souvent nous aimons, et puis bon, on voit aujourd'hui un certain nombre de jeunes qui commencent à prendre cela comme étant une posture politique. Quand ils arrivent en plénière, les gens aiment bien le sensationnel. C'est-à-dire qu'un tel a posé une question en plénière. Mais le vrai débat ne se passe pas en plénière. Voilà, les débats thématiques sur le fond des dossiers se passent dans les commissions. Et c'est dans les commissions que vous voyez les ministères en difficulté, vous voyez les députés apporter des amendements. Et comme je disais que c'est une double expérience, en ce moment-là, en tant que chargé de ce Parlement, vous devez venir parce que vous avez des dispositions que vous pensez qui sont très importantes pour le gouvernement, qui ne pouvaient pas être modifiées telles que l'Assemblée pense qu'elles doivent l'être. Et là encore, bon, vous négociez avec les députés. Donc c'est le même travail qui se fait, voilà, que ce soit en France ou au Congo. Ensuite, il y a la discipline du parti, il y a la discipline de la majorité. Voilà, dans un parlement comme le nôtre, où vous avez une forte majorité PCT alliée, vous ne pouvez pas demander à ces députés-là de venir lors des plénières pour montrer à la face du monde entier les contradictions qu'ils ont avec leur gouvernement. C'est pas possible. Voilà, moi je me rappelle quand j'étais chargé de relations au Parlement, avant chaque plénière, nous organisons une réunion entre le gouvernement et la majorité. Oui. Et au cours de ces réunions-là, nous nous accordions sur ce que nous devions faire, sur les lois, sur les amendements nécessaires. Mais le vrai débat se fait à ce niveau-là. Oui. Voilà, c'est pas le sensationnel qu'on attend. Vous parlez de la majorité. En réalité, nous avons voulu vous avoir sur ce plateau pour savoir avoir la lumière sur certaines choses ou encore certains faits qui se passent actuellement. Vous faites l'actualité depuis plusieurs mois, on va le dire. Vous êtes sur la sellette, on a l'impression, vous êtes l'homme à battre, peut-être, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Vous vous réclamez tous les jours d'être la majorité, d'être celui qui soutient le président. On vous appelle souvent le chef des armées célestes, terrestres, on va dire, du chef de l'État. C'est une expression juste pour expliquer que vous êtes à fond pour mobiliser les peuples au soutien du chef de l'État. Mais qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps? Je résume ce qui se passe. Vous, quelque temps, on vous taxe d'avoir falsifié votre acte de naissance. On a vu il y a quelques jours, c'est un jeune qui se lance en politique et qui est allé même jusqu'à la Cour constitutionnelle pour négocier ou réclamer l'invalidation de votre mandat de député. On vous a vu aussi l'UMP, le parti l'UMP frappé aujourd'hui par la loi, par le gouvernement. Il n'existe plus. Il y a tous ces problèmes presque au même moment. On a l'impression de dire diable. Qu'est-ce que vous avez fait à la majorité? Qu'est-ce qui se passe alors que vous réclamez de la majorité? Monsieur Fortuna, je pense que lorsqu'on a ma vie, mon passé, on ne peut pas falsifier sa vie. Alors, comme information, à 17 ans, j'étais le capitaine des Diables Rouges du Congo Karaté. Le karaté. Champion d'Afrique de karaté. Ouais. Allez vérifier, quand j'avais 17 ans, quel était mon nom. Faut vite tricher ça? Pas du tout. Voilà. En 2007, je suis candidat aux législatives. J'étais le plus jeune candidat du Congo. Allez vérifier quel était mon nom. Je ne parle même pas de parcours scolaire, de tout ça, des professeurs qui nous ont enseigné, c'est tout ça. En 2009, j'ai le premier décret qui me nomme 6e vice-président du comité technique de la CNI. Nous sommes en 2009. Allez vérifier, c'est quoi le décret, qui dit quoi et comment. Voilà. Il se trouve que quand on arrive en 2012, j'ai un prénom qui me portait préjudice. Ouais. Du point de vue personnel, parce que c'était le nom d'un poisson. Ouais. Donc pendant que j'étais à l'école, ouais, c'était l'objet de moquerie des amis. Ouais. Voilà. J'ai saisi le juge, comme tout bon Congolais, exactement, conformément à la loi, ouais, pour qu'on me retire ce prénom.
On n'a pas de problème. En 2013, 2014, 2015, j'ai bénéficié des décrets successifs de nomination. Troisième vice-président la connaît, CNI en ce temps-là, je ne sais pas quoi encore, tous les décrets, les arrêtés, tout ça, je fous. 2016, je suis ministre au gouvernement. 2017, je suis député. Ouais. Jusqu'à ce niveau, pas de problème. Mais il n'y a pas de problème, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Non, mais puisqu'on a vu une note de l'ancien maire de Mungali qui parle de ce problème d'acte de naissance, en réalité, on vous reproche, on a vu la note du maire de Mungali, et quand on a essayé de chercher les informations à gauche et à droite, vous, apparemment, vous attendez aussi la décision de la justice jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème, c'est que, vous savez, M. Boni, la loi, la force, le pouvoir, il ne faut jamais en abuser. Il ne faut jamais abuser de sa position dominante. Voilà, c'est même un concept juridique, abus de position dominante. Il ne faut jamais le faire. Mais parce que dans l'histoire du monde a démontré que tous ceux qui ont voulu faire la guerre à des acteurs plus jeunes ont fini par le payer et cash. Mais parce que ce n'est pas possible. Mais qui vous fait la guerre, monsieur le ministre? Je ne sais pas. Qui vous fait la guerre? C'est pas le débat. Mais comment vous réagissez vis-à-vis de tout ça? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le problème, c'est de se dire, chaque soir, quand on arrive chez soi et qu'on veut dormir, qu'est-ce qu'on se dit? Alors, si vous partez à Ngo, mon père, M. Gilbert Salisson, a été sous-préfet de Ngo. J'ai même fréquenté Ngo. J'ai des amis de l'école de primaire qui sont à Ngo. Si vous allez à Ouando aujourd'hui, ma famille fait partie des plus grandes familles à Ouando. Donc je suis une personne dont la traçabilité ne peut pas être inventée. Je dis la traçabilité. On peut encore trouver dans les villages de Ngo les tombes de mes arrière-grands-parents. Mon père a eu près de 25 enfants. Donc, dans le district d'Ongo, nous sommes une grande famille. Comment pouvez-vous imaginer qu'un homme avec cette traçabilité peut se prévaloir d'une identité qu'il n'a pas? Mais c'est de la mauvaise foi. Lorsque vous avez des gens qui ne peuvent pas faire la politique avec des moyens légaux, vous avez des gens qui utilisent des choses pour diffamer, pour insulter, pour salir. Mais si nous rentrons dans ce débat de la même manière que ces personnes, nous jouons leur jeu. Mais ils sont champions toutes catégories parce que c'est eux qui ont établi les règles. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de rentrer chaque soir à la maison et se dire est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Mais est-ce que ça ne vous fait pas en torse à votre vie politique, à vos projets politiques, à votre vision politique? Nous savons que vous vous mobilisez depuis avec Pona Ekolo, vous mettez en place des comités un peu partout à travers le pays pour soutenir le chef de l'État pour 2021. Alors, est-ce que ça ne vous porte pas préjudice quand tout le temps vous êtes malheureusement attaqué dans la même famille à laquelle vous appartenez, donc la majorité? Vous ne voulez pas nous dire exactement qui vous attaque, mais on a l'impression de savoir pour vous-même pourquoi on vous attaque. Mais pourquoi c'est Monsieur Bruni, lorsqu'on a été comme moi, élève à l'école primaire de Ngo, lorsqu'on a été comme moi, jeune de Talangaï, et que par l'effort nécessaire, on s'est retrouvé sur la table du Conseil des ministres. Et par l'effort, on s'est retrouvé aujourd'hui à l'Assemblée. Et par l'effort, on peut se retrouver chef d'entreprise. C'est pas ça qui peut me branler. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a une foi. La foi, c'est que nous sommes partis de rien. Voilà. Et nous savons comment on peut faire pour prendre les marches et arriver, pour ne pas dire au sommet, mais à un niveau de vie. Non, mais je pense que ceux qui pensent être nos adversaires se trompent complètement. Monsieur Bruni Fortuna, pour créer l'UMP en 2009, j'ai dû vendre ma voiture. J'avais une seule voiture, mais parce que nous avions le congrès de ce parti-là et que nous n'avons pas de moyens. Je n'étais rien. J'ai dû vendre cette voiture. Et pour l'histoire, à Tcherman, Jacques Oyo, le génie du siècle. Si en 2009, vous avez vu, Tcherman avec un véhicule Kia, il avait écrit Paka Paka. C'est une voiture que j'ai dû vendre à Tcherman pour que nous puissions organiser le congrès constitutif de ce parti. Mais ce parti, en 2007,
est arrivé à être la 5e force politique du pays. Quel parcours! Comment pouvez-vous expliquer que près de 10 ans plus tard, vous soyez capable d'ébranler ces gens-là qui ont monté ces escaliers, qui ont montré ces marches? C'est pas possible. Je pense que ces gens-là se trompent de temps, se trompent d'adversaire. Tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, ils peuvent nous bloquer pendant un moment. C'est vrai, parce que qu'est-ce que vous voulez? Mais ça ne peut pas nous bloquer parce que nous sommes assis sur une vision, nous sommes assis sur des convictions et nous savons que la longue marche que nous avons lancée, c'est une longue marche qui ne peut que nous emmener là où nous pensons pouvoir arriver. Maintenant, vous n'avez plus de parti politique. L'UMP est un esprit. Ça veut dire quoi l'esprit? Ça veut dire que, c'est comme je t'expliquais tout à l'heure, lorsque nous avons créé l'UMP en 2009, le plus âgé devait avoir une trentaine d'années. Voilà. C'était plus facile pour nous d'adhérer au PCT. Je peux me faire prévaloir d'être un des fils spirituels et politiques de Pierre Oba. Voilà. C'était plus facile pour nous d'adhérer. Le ministre des Mines. Voilà. C'était plus facile pour nous d'adhérer au MSD. Voilà. Mais parce qu'au législatif 2007, je suis sorti 3e et j'avais soutenu l'honorable René Serge Blanchard-Oba qui était chef de parti. J'ai dit non. J'ai dit, mais la vision que nous avons, ce n'est pas d'adhérer à votre vision. Ce n'est pas d'adhérer à notre parti politique. Il nous fallait créer un parti qui soit le reflet de ce que nous avions comme conviction, comme idée. Nous avons créé l'UMP. Mais vous ne pouvez pas imaginer, Monsieur Bruni. Moi, je me rappelle un jour, j'arrive chez moi à la maison, mon épouse, en ce moment-là, je venais d'avoir ma première fille, me dit qu'on a chassé l'enfant à l'école. Mais l'argent que j'avais, l'UMP avait des activités. J'ai fait le choix de financer les activités du parti. Il faut l'avoir fait pour comprendre ce que c'est que l'UMP. L'UMP est un esprit. Ça veut dire que pour vous, il faut comprendre cette sanction n'a pas d'effet. Il faut comprendre que nous avons sacrifié notre jeunesse. Voilà, pendant que nous avions des amis, quand ils gagnaient de l'argent, ils allaient en boîte de nuit, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais tout ce que nous avions comme argent, nous investissions pour créer ce parti. Donc ce n'est pas une note qui peut briser la foi que nous avons dans ce que nous sommes en train de faire. Donc le parti n'existe plus, mais vous gardez votre vision. Le parti existe. D'abord, il faut dire que cette note est une note arbitraire et anarchique. Voilà. La loi ne permet pas, voilà, il n'y a aucun article dans la loi congolaise qui permet au ministre en charge des partis politiques de retirer le récépissé d'un parti politique. Alors, on peut faire de l'agitation comme on veut, mais quand vous êtes démocrate, vous faites quoi? Vous faites des recours. Et nous, on a fait des recours au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême et nous attendons les conclusions du juge. Alors, nous avons deux options. Ça, je peux déjà te les donner. Si le juge décide de confirmer la sanction sur notre parti, nous serons capables. Nous en avons aujourd'hui les moyens, tant humains que les moyens financiers nécessaires. Nous avons aujourd'hui les réseaux nécessaires de rebâtir un parti qui soit 5 fois plus fort, plus organisé. Nous le ferons. Voilà. Donc on attend un nouveau parti. Donc nous laissons le temps en démocrate, nous laissons le temps que le juge puisse se prononcer, mais en attendant, la consigne est claire. Voilà, les structures du parti doivent continuer à travailler. Voilà, parce que nous avons, pour reparler de la présidentielle, 5 mois, une présidentielle, donc quelques mois une présidentielle. Il est important que, à l'heure où le chef des troupes va se lever pour dire que je vais aux élections, il faut que nous soyons capables de mettre quelque chose sur la table pour dire voilà ce que nous apportons. Alors, j'aimerais savoir, les élections, vous en parlez. Alors, vous soutenez le président Denis Sassou Nguesso, nous le savons, vous l'affichez, votre détermination de le soutenir et vous voulez, comme le PCT l'a déjà fait, le voir candidat en 2021. Alors, qu'est-ce que la majorité ou vous pouvez proposer qui convaincrait, on va dire, la population? Qu'est-ce qu'il peut nous proposer encore? Lorsqu'on parle de bilan, je ne sais pas, c'est quoi le bilan?
Et parce que la question qu'on vous pose, il y a quand même un contraste. Vous êtes député de Ngo. Ngo, c'est encore une ville qui n'est pas développée aujourd'hui. Il y a trop de problèmes, vous le savez. On vous voit vous battre tous les jours ou presque à construire des établissements scolaires. Le devoir de l'État. Alors, c'est pour dire qu'il y a encore un vrai souci. La municipalisation est passée, comme on le dit, terre à terre dans le département des Plateaux. À Ngo, il y a des éléphants blancs. La question qu'on vous pose, vous nous proposez quoi exactement ? En 2002, pourquoi vous le soutenez? En 2002, nous avions un candidat qui s'appelait Denis Sassou Nguesso, qui avait un problème, c'est que nous venons de sortir d'une décennie de violence politique. Il nous a proposé un projet qu'on appelle la Nouvelle Espérance, parce qu'il fallait rétablir la paix dans notre pays. C'était l'objectif du premier mandat du président. Aujourd'hui, hormis les quelques problèmes dans le département du Poul, on peut se dire que les Congolais vivent en paix. Ensuite, le président a sollicité un deuxième mandat avec un projet, le chemin d'avenir, parce qu'il nous fallait poser les bases d'un développement. Il n'y a pas de développement sans base d'un développement. Il nous fallait de l'électricité qu'on n'en avait pas. Oui. Voilà. Il nous fallait des routes qu'on n'en avait pas. Voilà. Il nous fallait la formation du personnel qu'on n'en avait pas. Il nous fallait réadapter l'administration publique. Il nous fallait un certain nombre de choses. Et ça, c'était le deuxième projet. Il nous a pris 5 ans. Mais au moment où le président de la République nous propose un troisième projet, où nous devons prendre la marche vers le développement, il y a eu un grand problème, M. Bonnet. Le problème avec les cadres, c'est que nous devons être capables d'aller dire aux populations qu'il y a une situation dramatique qui s'est passée. La crise économique. Aucun pays n'a été à l'abri de la crise. Ça devient une sorte d'alibi pour vous. Mais c'est la réalité. Une sorte d'alibi. Mais c'est la réalité d'abord. Avant de commencer d'abord à pouvoir dire quelles ont été nos propres faiblesses, voilà, mais il faut d'abord dire aux populations que la crise a frappé le Congo. Voilà, non seulement le Congo, mais il faut encore dire que le Congo s'en est bien sorti. La situation dans d'autres pays, il y a eu quoi? Il y a eu des salaires coupés, il y a eu la réduction des salaires, il y a eu la réduction du nombre de fonctionnaires, il y a eu des mesures impopulaires qui ont été prises. L'Arabie Saoudite, qui est pratiquement le premier pays producteur de pétrole, a dû revoir son projet Horizon 2035 de développement. Mais parce que si vous êtes dans une situation où le père de famille n'a plus les ressources qu'il avait pour gérer sa famille, qu'est-ce que vous faites? Vous réduisez les ambitions. Le président a dû revoir les ambitions. Au moment où le président de la République faisait le discours l'année passée devant le Parlement, réunion congrès, pour dire que notre pays sort de la récession, il y a eu le Covid-19. Mais là encore, toute l'économie est par terre, partout au monde. C'est ça d'abord le discours. Maintenant, les faiblesses, oui. Les faiblesses aujourd'hui, par exemple, parler de l'électricité, à côté de ce que le président a eu à faire, à côté de la volonté politique que le président peut avoir, il y a le comportement des cadres. Voilà. Il y a la sanction. Voilà. Mais à un moment donné, il faut que nous puissions faire l'évaluation de la rupture. Est-ce qu'il y a eu rupture? S'il n'y a pas eu rupture, donc il y a eu quelque chose. Quelles ont été les faiblesses? Voilà. Et puis, il y a quand même des choses que nous avons inventées ici, qu'on a inventées au plan politique, mais qui sont des pesanteurs dans le choix des cadres, ce qu'on appelle ici la géopolitique. Oui. Voilà. Vous le condamnez. Mais Denis Elvis Tchalisson, parlons vrai, nous sommes à Tchelika, nous sommes dans l'étoffe, la vérité libère, nous le disons, parlons vrai. Vous étiez au devant de la scène, vous avez lancé Bousculons les codes. Vous avez lancé un moment, vous étiez parmi les premiers qui ont commencé à parler de la rupture dans ce pays. Un mot galvaudé après, qui a pris un autre sens au Congo malheureusement. Est-ce que vous n'êtes pas dessus qu'après 3 ans, 5 ans presque, après tous ces slogans, vous avez milité, vous avez mené bataille sur le terrain pour que les codes se bousculent, pour qu'on change les manières de vivre, de gérer. Vous étiez au gouvernement, vous êtes député aujourd'hui. Dites-nous la vérité, est-ce que vous n'êtes pas dessus de ce qui se fait aujourd'hui? Mais la déception est naturelle. La déception est naturelle parce que nous sommes des jeunes. Quand nous sommes engagés en politique, je l'ai dit tout à l'heure, c'était sur la base d'un idéal. C'était sur la base des convictions. Voilà. Nous disons que par des idées, nous pouvons changer et transformer ce pays.
Voilà. Mais avoir ce que nous avons fait, avoir la pratique politique qui se fait par rapport à ce qui se fait, on peut à un moment donné se dire, tiens, il y a problème. Donc, mais cela ne nous enlève pas, la foi que nous avons qu'il nous faut bousculer les codes. Je parlais tout à l'heure. Oui. La longue marche, c'est ça en fait. Mais c'est ça la longue marche. Mais monsieur Fortuna, on ne peut pas avoir comme stratégie d'utilisation de cadres dans un pays un concept bidon qu'on appelle la géopolitique. C'est-à-dire que nommer les cadres selon leur appartenance ethnique ou leur origine, voilà. C'est pas possible. Ou lorsque les cadres d'un certain nombre de départements font des bévues ou des bêtises, on ne peut pas les sanctionner. Au motif que demain, qu'est-ce que les membres de leur département vont dire? C'est pas possible. On vous entend parler, vous soutenez l'homme, donc Denis Sassou Nguesso, pas sa politique. Puisque la politique, sa politique, les conséquences, c'est ce que vous décrivez. Mais non, nous soutenons le président de la République. Mais cependant, il faut aussi le dire, c'est pas parce que vous soutenez le président de la République que vous êtes obligé de dire oui à tout. Vous soutenez le président de la République parce que nous pensons qu'au stade actuel, il est celui qui peut aujourd'hui encore nous garantir la paix, la sécurité, la stabilité et tout ce qu'on dit. Mais parce qu'avec notre génération, ben, vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec l'UMP? Voilà, il suffit de voir comment les luttes politiques se font au niveau des certains partis politiques, pour ne pas les citer. Avec cette génération-là, le jour où le président de la République ne sera plus là, ça risque de se terminer avec les PMK. Mais parce que les gens sont violents, les gens sont haineux. Donc avoir un homme avec autant d'expérience encore et le recul sur les événements à la tête de l'État, c'est une assurance de dire que ça peut aller encore. Donc demain, si vous avez aujourd'hui cette génération qui lui peut remplacer demain, qui aspire sûrement à le remplacer demain, mais vous imaginez que ça se terminerait très mal. Nous risquons de repartir dans les années 90 avec des PMK, des milices, de l'armée et tout ça. Et ça, on n'en a plus besoin. Mais Général Saltion, c'est quand même grave ce que vous affirmez. Permettez-moi de le dire aussi avec des mots forts. Je pensais que c'était la vérité voilà. qui libère. Donc, on va dire 32 ans après, vous nous faites croire que le président et même son parti politique et vous-même les leaders politiques, vous n'avez pas pu produire, créer, donner naissance à un leader capable de le remplacer ou de prendre la destinée du pays. J'aurais voulu que tu parles d'un leadership. Oui. Voilà, les leaders chacun peut se prévaloir d'être un leader. Mais avoir le recul sur l'événement, le sens de la gestion de l'État, on a plus d'hommes politiques ici que des hommes d'État. Mais parce qu'un homme d'État n'utilisera jamais sa fonction pour brimer les autres. Voilà. Un homme d'État, c'est la loi, c'est la règle, c'est les normes. L'État, c'est ça. Voilà. Quand vous voyez des gens qui ne sont pas encore capables d'intérioriser des notions telles que la loi, le respect de la loi, le respect des normes, le respect des principes, ça ne peut pas être des gens que vous mettez à la tête d'un État. Ce n'est pas possible. Justement, c'est demain des gens qui, demain, arriver à un stade de développement ou bien un stade de pouvoir au niveau de l'État, il peut dire parce que Téléka a dit quelque chose sur moi et je ne suis pas d'accord, il dit à l'armée allez encercler Téléka. Mais vous avez vu les gens insulter, critiquer le président de la République. Vous l'avez vu répondre un jour? C'est ça l'homme d'État. Et c'est pour ça que je dis que s'il y a des échecs que l'on peut relever aujourd'hui, peut-être que notre génération peut aujourd'hui se prévaloir, demain on verra, pour dire que bon, ça a sauté quand même 2 générations, on a pu avoir encore un autre leader à la 3e génération pour incarner le sens d'homme d'État, mais je crois que ce que nous voyons aujourd'hui, avec un certain nombre de nos aînés, je crois que c'est une déception. Ce n'est pas des hommes d'État, c'est de la bêtise incarnée. Nous sommes arrivés à la fin de l'entretien. J'ai 2 questions pour boucler rapidement. Okay. La première concerne les jeunes congolais. Nous les recevons de temps en temps à Tcheleka. Sur Tcheleka, nous les recevons. Alors, nous constatons également qu'il y a une sorte d'engouement qui anime ces jeunes, qui amène ces jeunes vers la politique. Tous ou presque rêvent de la politique. Vous êtes un leader politique, vous êtes entouré de beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que vous les conseillez? Qui se trompent. Pourquoi? Mais se trompent parce que sur 100% des jeunes qui s'engagent en politique, ne réussissent que 2% à peu près.
Donc vous avez 98% d'échecs. Alors que nous avons l'impression aujourd'hui que la voie la plus facile, la plus opportune pour ces jeunes, c'est la politique où l'on prend facilement l'ascenseur social. Il ne faut pas se tromper. Les vendeurs d'illusions et les vendeurs d'images, c'est pas parce que les gens prennent des photos dans les beaux restaurants mais il faut redéfinir peut-être la réussite demain. Alors, je prends un cas de figure. Si vous étiez candidat, vous aspiriez à être candidat aux législatives de 2007 et que vous n'êtes pas élu, donc vous venez de perdre 5 ans. C'est ça? Alors, si en 2022 vous n'êtes pas élu, donc vous aurez perdu 10 ans. 10 ans dans la vie d'un homme. Ça ne peut pas être un projet. Non, il faut encourager les jeunes à créer aujourd'hui des startups, voilà, à chercher la réussite dans la création d'entreprises, à s'engager dans la vie active. Mais parce que les gens pensent que nous autres là, en dehors de la politique, nous ne faisons rien, mais ce qui est totalement faux. Je pense même que la politique aujourd'hui, c'est 35% de ma vie. Mais les 65% autres, mais je fais totalement autre chose pour pouvoir vivre. Mais parce que demain, tu ne diras pas à ton enfant que je suis militant, attends le jour où papa sera député, tu vas aller dans une bonne école. Ah non. Donc, peut-être qu'il faut les encourager à continuer à militer, mais il faut se leur dire que... et puis, le fait d'être député, ce n'est pas une réussite. J'en connais plusieurs qui sont locataires. J'en connais plusieurs qui sont à pied. Députés, locataires. Bien sûr. Ouais. J'en connais encore des anciens députés que je vois encore dans les arrêts de bus en train d'attendre des bus. Ouais. Donc, le fait d'être député aurait pu leur sembler que c'était une réussite, mais ce n'est pas une réussite. La réussite, c'est dans le temps. Donc, ces jeunes qui portent des costumes à longueur de journée en pensant que le fait de faire 5 posts sur Internet, on a déjà réussi, et qui pensent que militer dans un parti politique ou aspirer à être député demain, c'est la réussite de M. Trump. Voilà. Totalement. Dernière question, c'est le dialogue, le fameux dialogue qui sera organisé avant les élections à Madingou. La concertation. La concertation, on parle de la concertation. Alors, vous y prendrez part ou non? Déjà, le parti n'existe pas. Et on ne sait pas, vous venez entre un homme politique hybride. On ne sait pas où vous logez exactement, mais vous réclamez quand même de la majorité, alors que dans la majorité, on ne vous prend pas vraiment en compte. Qu'est-ce que vous dites de cette énième concertation? Non, je suis un homme politique du centre. Dès le premier jour, qui est vraiment amoureux de la majorité. Dès le premier jour, nous avons créé l'UMP, on aurait pu adhérer à la majorité. Mais parce que, là encore, la majorité se crée sur la base d'un accord politique. La majorité se crée sur la base d'un politique pour la gestion du pouvoir. Nous n'avons pas un accord comme ça avec le PCT. Le jour où nous aurons un accord comme ça, c'est sûr que nous serons à la majorité. En attendant, donc on ne peut pas. Je suis idéologiquement du centre. La concertation, c'est une bonne chose. Mais je me pose une question, c'est que la concertation jusqu'à aujourd'hui a été pour discuter sur la gouvernance électorale. Mais nous avions modifié la loi, elle est sur là deux mois, je crois, si je ne me trompe pas. Mais si nous avions déjà modifié la loi, nous allons discuter de quoi? Donc il se pose un problème de méthode. Voilà, donc il faut seulement dire peut-être à ceux qui sont des organisateurs, la prochaine fois de mettre un peu plus de méthode. Parce que on ne gère pas les problèmes de l'État par émotion. Voilà, l'État c'est la prévision, c'est la prospective. Si vous saviez que vous allez organiser une concertation avec le cadre politique, alors on prenait les amendements qu'on voulait introduire par la loi, on mettait d'abord à côté, on convoquait la concertation, on mettait les propositions sur la table, on en discutait avec la classe politique et on revenait pour modifier la loi et insérer ce sur quoi nous nous sommes accordés. Ce sur quoi nous nous sommes accordés. Mais on n'arrive pas un matin devant le Parlement, on fait un coup de force, on fait passer une loi parce qu'on pense que c'était la bonne option, et même si par la suite on s'est tous rendu compte que ça ne servait à rien cet amendement, et par la suite on dit allons à la concertation. Donc les Congolais de bon sens, comme moi, si vous m'invitez à une concertation, j'irai pas. Mais la problématique électorale, le débat sur la concertation n'est pas seulement un problème de l'opposition, parce que les gens se trompent. Tous ceux qui sont députés aujourd'hui, tous ceux qui sont élus locaux, demain ils vont repartir dans la circonscription. Donc si vous n'ouvrez pas les jeux sur la loi électorale,
Mais demain, vous allez vivre ces amendements-là qui vont commencer à produire les effets dans votre circonscription, au risque que vous puissiez perdre des élections parce que vous avez voulu soutenir de la bêtise, juste parce que vous êtes, dit-on, soutien du président de la République. Moi, je soutiens le président de la République. Voilà, je pense que notre apport, l'apport de notre parti, l'apport de Pona Ekolo, que ce soit en 2015, 2016, même en 2021, sera conséquent. Voilà. Mais lorsqu'il y a des choses qui sont faites, qui ne sont pas dans les normes, et nous avons le courage politique de dire ça, nous ne sommes pas d'accord. Les gens nous diront, est-ce que c'est l'UMP ou c'est Jean Elvis Tchalisson qui dicte les normes? Nous bouclons cette émission. J'aimerais, en la bouclant, que vous dites quelque chose sur la décision de la Cour constitutionnelle. On va boucler par ça, qui a rendu, qui vous a envoyé même un courrier à la suite d'une demande, d'une requête d'un jeune Congolais qui réclamait, je le disais d'entrée de l'émission, carrément l'invalidation de votre mandat parce que selon ces termes, il vous trouvera indigne d'être député pour cette histoire de falsification date de naissance. Moi, la question que je vous, c'est l'avis que donne la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous voulez? Si c'est ça la jeunesse que nous avons dans notre pays, c'est même un danger pour le pays. Qu'est-ce que vous voulez? On va remercier la Cour constitutionnelle. Nous avons dit il y a quelques jours que la justice ne devrait jamais se taire. Le président Iloki, c'est un homme que je ne connais pas personnellement. Je pense que je viens de le découvrir, c'est un homme droit, c'est un homme de justice. Et tous les hauts magistrats qui ont signé, je vois Madame Adouki qui nous a enseigné, le professeur Moudoudou et tous les autres, je dis que c'est des... Je reconnais leur qualité de hauts magistrats, de hauts cadres. Mais pour le reste, nous disons qu'il y a Dieu dans l'histoire. Un autre voilà. slogan. Et on a vu que Dieu est vraiment dedans. Voilà. Et pour la petite histoire, je suis à Ngo. Donc, je n'étais même pas au courant. De toute cette démarche. Non, je n'étais même pas au courant. Vous êtes surpris Je n'étais pas au courant. Voilà. Donc, je suis à Ngo. Je suis arrêté hier. Et c'est le secrétariat du premier secrétaire qui m'a appelé pour dire que vous avez un courrier de la Cour constitutionnelle. Je dis, c'est quoi cette histoire? Et j'ai envoyé mon chef de cabinet aller vérifier. Et quand il m'envoie des courriers, je me rends compte qu'il y avait une procédure aussi... on n'a pas de mots à qualifier. Et même moi, je n'ai pas envie de vous donner les mots. Voilà, donc, mais c'est tragique. C'est tragique. Mais comme Dieu est dans l'histoire, on va continuer. Merci Jean Elvis Tchalisson. Je suis très heureux d'avoir discuté avec vous. On n'a pas vraiment assez de temps malheureusement, mais vous reviendrez. Nous allons vous inviter à nouveau pour débattre de l'actualité. Merci de nous avoir suivis sur Tchéléka. L'étoffe aussi, merci. Abonnez-vous massivement pour ne rien manquer sur Tchéléka. Merci, on se retrouve la semaine prochaine.